Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la semaine Mitig, souhaitant faire rayonner les perspectives et les savoirs autochtones. Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perlimpinpin. Au secours! Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir, et j'ai l'honneur de partager cette émission avec une personne que j'apprécie beaucoup, Hélène Bernardo. Hélène, tu t'en donnais pas à ça, hein? C'est tout? Ouais, ben parce que, en fait, normalement, quand on fait l'introduction, on introduit aussi le sujet de l'émission, mais là, cette semaine, on va parler des enjeux autochtones, puis je nous trouvais un peu, tu sais, comme... Je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi dire. Je voulais pas... Des fois, il faut savoir se taire. Oh! Wow! C'est un message un peu subliminal. Hélène, j'ai très hâte qu'on puisse parler avec nos deux invités, puis comme c'est... Tu vas me donner le mot de la fin, mais moi, je te donne le mot du début. Eh bien, c'est parfait. J'introduis cette émission qui est diffusée dans le cadre de la semaine Mitig sur les ondes de CISM. C'est une semaine d'événements à l'Université de Montréal pour faire rayonner les savoirs et les cultures autochtones. La semaine Mitig qui veut dire arbre en Anishinaabe. Et c'est aussi la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances partout au Québec en cette fin mars. C'est une semaine qui, cette année, est sur le thème du rapprochement entre Québécois de toutes origines et nations autochtones. Donc, on pouvait pas faire plus actuel, puis ça fait très longtemps qu'on voulait parler des enjeux et des réalités autochtones. On a deux invités qui sont là au bon moment, au bon endroit. Simon et Jérôme, merci d'être ici. Ben, merci de nous recevoir. Simon Filiatro, qui est Huron-Wendat de Wendake. Jérôme Gilles Couture, qui est Ilno de Mashteuiatsh. Vous êtes tous les deux journalistes à Espace Autochtone de Radio-Canada. Je l'ai mal prononcé? Oui, c'est Gil. Oh, Gil! Je pensais... Tu vois, j'ai eu le Mashteuiatsh et j'ai pas eu le Gil. Je m'excuse. Bienvenue. Ça, c'est comme les Canadiens sur la route. Tu sais, quand c'est un match difficile, ils perdent. Ils gagnent, en fait, puis là, quand c'est un match facile, là, t'avais juste Gil à dire. C'est ça. Tu l'as pas fait. En tout cas, vous êtes ici. Merci. Comme toutes les émissions, on va commencer avec notre traditionnelle étoile et brique, nos traditionnelles étoiles et briques de la semaine. Donc, une actualité qui vous a marqué de manière positive, dont vous êtes satisfait, fier, qui vous émeut. Pour commencer, votre étoile de la semaine. OK, ben, je peux briser la glace. Ben, tout d'abord, je dois dire que moi, ma nouvelle ne remonte pas à la semaine dernière, donc je vais devoir tricher. Je vais devoir remonter à il y a un mois. Parce que pour moi, ce qui est sorti du lot récemment, c'est vraiment la récente décision de la Cour suprême du Canada en matière de protection de l'enfance autochtone. Pour moi, il s'agit vraiment d'un gain majeur pour les Autochtones, bien qu'on puisse qualifier aussi la décision d'occasion manquée. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais pour vous donner un peu de contexte, là, ça se peut que je tombe un peu dans le jargon juridique, pardonnez-moi, mais c'est ça, cette décision-là, en fait, le cœur du litige réside dans la constitutionnalité d'une loi fédérale qui a été mise en vigueur en janvier 2020, donc ça fait déjà 4 ans de ça. Et en fait, cette loi-là fait suite à plusieurs recommandations de commissions d'enquête qui incitaient le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la surreprésentation des Autochtones dans les systèmes de protection de l'enfance. Puis pour vous donner des chiffres, là, pour qu'on retourne au concret, au Canada, les enfants autochtones représentent 54% de tous les enfants placés en famille d'accueil, alors que les enfants autochtones ne représentent que 8% de tous les enfants autochtones. De tous les enfants au Canada, excusez-moi. Donc, ils sont 7 fois plus susceptibles de se retrouver dans des services de protection de l'enfance. Donc pour revenir à la loi, c'est dans ce contexte-là qu'elle a été adoptée. Et cette loi-là, essentiellement, vient conférer la compétence législative aux communautés autochtones en matière de protection de l'enfance. Or, le Québec s'est opposé. Le Québec s'est
a tout d'abord contesté la constitutionnalité de cette loi-là devant sa cour d'appel, puis ensuite de ça, devant la Cour suprême du Canada. Et bon, je ne veux pas trop aller dans les détails, là, mais pour vous donner encore un petit peu plus de contexte, bon, le Québec se basait sur 2 arguments. D'une part, le Québec prétendait que cette loi-là empiétait sur ses propres champs de compétences en matière de protection de la jeunesse. Puis l'autre argument que le Québec mettait de l'avant, puis que je trouve plus croustillant, que je trouve plus intéressant, c'est que le Québec disait que Ottawa modifiait unilatéralement la Constitution du Canada en reconnaissant un droit à l'autonomie gouvernementale en faveur des Autochtones. Puis normalement, une modification de la Constitution, bon, ça nécessite toutes des formules très compliquées d'amendement qui nécessitent un consensus assez large des provinces. Donc, bref, c'était les 2 arguments mis de l'avant par Québec. Puis la Cour suprême, bon, pour revenir à la nouvelle enfin, la Cour suprême est venue mettre un terme à cette incertitude-là en confirmant la constitutionnalité de cette loi-là au grand soulagement des communautés autochtones parce que maintenant, elles peuvent assumer leurs compétences en matière de protection de la jeunesse, et ça en toute quiétude. Fait que pour moi, ça, c'est majeur. Pourquoi le Québec s'opposait tant que ça? Je veux dire, ça semble quand même positif. Ben, je suis d'accord avec toi que c'est un gain du point de vue des Autochtones, mais du point de vue des provinces, puis tu sais, bon, je m'en souviens plus si les autres provinces partageaient cette opinion-là, mais tu sais, c'est une entrave à leurs compétences. Québec tient beaucoup à ses propres compétences. Provincial versus fédéral, de touche pas à mon carré de sable. Là. C'est une bonne vieille bataille classique entre Québec et le Canada ou les provinces contre le fédéral qui concerne les Autochtones. Ouais. Qui est souvent encore plus grande au Québec que dans les autres provinces, à cause du point de vue historique là, des rapports gouvernementaux ici. Tu sais, on se souvient quand même ce qui s'est passé dans les années 90, années 80, accord du lac Meech, tout ça. Il y a quand même des circonstances particulières avec le Québec au niveau de son attachement à ses compétences et des fois, ça se passe sur le dos des Premières Nations. Ouais, donc c'est même pas sur le fond même en fait, de ce qui était en jeu, c'était vraiment juste sur faut que tu touches pas à mes compétences à moi, finalement. C'est sûr qu'eux, ils vont dire les 2 choses. Ils vont dire aussi que c'est une question d'enjeu de service. Ouais, OK, ben bravo. Jérôme, est-ce que tu avais une étoile également ou tu voulais passer à la brique? C'est comme tu préfères. Veux-tu que je passe à la brique tout de suite? C'est le fun, les étoiles, hein? C'est positif. C'est plus le fun, les étoiles. On continue avec le positif. C'est bon. Donc, moi, l'étoile, moi aussi, j'ai triché. En fait, c'est une étoile un peu de la semaine passée. Il y a eu un congrès international du tourisme autochtone à Ottawa. Puis, en fait, c'est organisé par ITAC ou ATAC en français, Association touristique autochtone du Canada. Et eux, en fait, c'est une toute petite organisation, mais qui réussissent à faire un congrès depuis 10 ans. Et là, cette année, ils sont rendus à plus de 1000 délégués de partout à travers le monde qui viennent. Puis je dirais que l'étoile, un peu, c'est le fait qu'ils sont en train de s'organiser pour faire en sorte de devenir le leader mondial, en fait, de faire en sorte que le Canada devienne le leader mondial en termes de tourisme autochtone. Et on se distingue déjà plutôt bien. Là, en ce moment, on est dans les 3 plus grands, mais là, on parle vraiment en termes de produits intérieurs bruts rapportés par cette industrie-là. On est avec les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, mais eux, ils veulent d'ici 2030 devenir numéro 1 et ça passe vraiment par toute une grosse industrie, en fait, de par et pour les Autochtones. Ben, c'est pas vrai. Par les Autochtones pour les touristes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt rare, en fait, au Canada présentement, d'avoir vraiment une industrie entière qui peut être gérée par des Autochtones. C'est vraiment intéressant. Puis, je pense, Simon, t'es de Wendake. Le tourisme à Wendake, c'est vraiment très bien développé. On le voit, c'est plaisant. Il y a même aussi je pense que c'est Wabanaki ou c'est Anishinaabe qui sont en train de développer aussi un musée. Le musée des Abénaquis, qui est un des meilleurs musées autochtones. Super intéressant aussi. Fait qu'on voit tranquillement apparaître le tourisme autochtone. Moi, je trouve ça absolument génial, honnêtement. Là. Fait que tant mieux. C'est une industrie en plus qui est durable parce qu'on peut la perpétuer dans le temps. Bon, au niveau de l'empreinte carbone, c'est un débat, mais quand même. On est fort au Québec. Les organisations autochtones, en fait, sont très fortes au Québec. C'est pas mal la province avec le BC là, qui ont déjà vraiment des choses en place pour les business, pour aider vraiment les business autochtones à faire du tourisme, en fait. Ouais. Puis je pense que ces 2 provinces-là tirent avantage du fait que les gens s'intéressent de plus en plus aux réalités autochtones, puis ils veulent de plus en plus
aller à leur rencontre puis savoir c'est qui. Aller au-delà de comprendre le passé un peu sombre du Canada à leur égard, puis d'aller à leur rencontre. Fait que je pense qu'ils tirent profit de cette réalité-là. Toi, Simon, ta brique de la semaine ou du mois ou de l'année? Bon, cette fois-ci, je vais pas tricher. Je vais rester dans la semaine dernière. Alors, pour moi, la brique, c'est l'annonce de la situation d'urgence sanitaire extrême à Kulivik, au Nunavik. C'est un village inuit d'environ 600 habitants, puis c'est seulement accessible par voie... c'est pas accessible par voie terrestre. Bon, il faut dire que cette crise-là sanitaire existait déjà depuis des mois, voire même des années, mais elle a été exacerbée récemment par un blizzard qui a frappé le Nunavik tout récemment. Puis, bon, cette crise-là s'est traduite tout d'abord par un manque alarmant d'eau. Dans les villages inuits, au Nunavik, il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas d'égout. Donc, le transport de l'eau potable et le retrait des eaux usées passent par des camions-citernes. Puis, dernièrement, les habitants de Kulivik, ils n'ont pas eu accès à l'eau. Puis, le résultat de ça, en fait, ils n'ont pas eu accès, ce qui leur a empêché de boire et de se laver. Et le résultat de ça a été un manque d'hygiène. Ça a engendré une hausse des problèmes dermatologiques, des infections urinaires, de l'hépatite, etc. Puis, pour vous donner un exemple, il y a une patiente qui était aux prises avec des problèmes de reins, puis elle a dû être transportée par avion dans un village inuit voisin, le village de Puvianituk. Puis, parce qu'elle était complètement déshydratée, puis il n'y avait pas d'eau à la clinique, il n'y avait pas d'eau chez elle. Donc, c'est ça. Puis la crise aussi, c'est traduite par la mise hors fonction de l'ambulance du village. En fait, elle a été prise dans la neige suite au blizzard. Et le chargeur qui est censé déneiger les routes, il n'était pas en mesure de sortir l'ambulance parce que lui-même était pris dans la neige. Et la motoneige de secours qu'on utilise en dernier recours, elle aussi était prise dans la neige. Donc, bref, c'est une nouvelle que moi, je juge négative. Puis, ça m'a aussi... Je pense que ça sert aussi de rappel à la dure réalité auquel font face les Inuits au Nunavik. Alors... voilà pour ma brique. C'est fou, hein? Nous, on chiale parce qu'il y a 10 cm de neige. Oui, puis on est un pays du G5, tu sais. Fait Oui. qu'il me semble qu'il y aurait des pistes pour que ça arrive pas. Des pistes enneigées. Parce que là, il y avait de la neige. OK, la brique de Jérôme. Oui, donc moi, c'est une brique qui est un peu... qui a différentes couches. Je dirais qu'il y a une couche un peu troublante, puis d'autres qui sont un petit peu plus politiques et tout ça. En fait, c'est un ancien pasteur au BC, en Colombie-Britannique, qui a été accusé de possession de pornographie juvénile et qui a décidé, en fait, de se auto-proclamer autochtone parce qu'il aurait une arrière-arrière-grand-mère autochtone pour bénéficier, en fait, des considérations de la règle Ladue. Je ne sais pas si vous connaissez la règle Ladue. En fait, c'est un arrêt de 1999 qui fait en sorte que le fait que le contrevenant soit autochtone doit être pris en compte et son passé social et tout ça. Et donc, cet ancien pasteur-là s'est dit, bon, moi, pour essayer d'avoir une sentence un peu moins grande, je vais dire que je suis autochtone et que je devrais être jugé selon Gladue. Et là, c'est quand même... vous pouvez voir assez facilement tous les problèmes là-dessus. Là, même son lien semble plutôt douteux. Il aurait appris récemment qu'il y avait une arrière-arrière-grand-mère. Et ça aurait été confirmé par les Métis de l'Ontario, qui sont une organisation qui est contestée en plus, qui est pas reconnue par les Premières Nations, mais qui a une certaine reconnaissance du fédéral. Vous irez lire là-dessus, c'est quand même une assez grande question qui risque de toucher plusieurs organisations au Canada. Là. Puis j'imagine que même là, qu'il le soit ou qu'il le soit pas, on associe l'image d'une personne autochtone avec de la criminalité encore. C'est une couche de plus. Exact. J'y avais même pas pensé, mais c'est une couche de plus. Voilà. C'est ça, c'est reprendre une cause qui n'était pas du tout liée, en fait, au départ. Là. C'est très...
C'est vraiment, on est allé à étoile brique, mais comme aux deux antipodes. Là. D'habitude, on est comme quelque chose un peu plus. Ouais. C'est quand même des. On voit que c'est des journalistes. Hein. On voit qu'ils savent qu'est-ce qui se passe. Ils connaissent leur dossier. Merci beaucoup pour cette introduction d'émission. Je trouve que ça illustre pas mal toutes les thématiques qu'on peut aller toucher en parlant des personnes autochtones, de leur présence, de leur histoire, des enjeux sociaux. On parle d'enjeux et de réalité, mais c'est des mots très vagues, là. Fait qu'on va vivre ça comme une discussion, comme un apéro-cigare, finalement. C'est un peu notre ADN. Ma première question, c'est qui sont les Autochtones d'aujourd'hui? On commence à comprendre qui étaient les Autochtones hier. On a plein de ressources, de matériel historique qui existent. On sait qu'il y a des Autochtones au Canada depuis des milliers d'années. On commence à comprendre leur rôle dans l'histoire de ce territoire. Mais aujourd'hui, de qui on parle? Ben, moi, je pense que pour répondre à cette question-là, il faut tout d'abord dire ce que les Autochtones ne sont pas. Les Autochtones ne sont pas un bloc monolithique homogène d'individus. Ça, c'est faux. Au contraire, il existe une très grande diversité entre les nations autochtones. Puis, c'est surtout les plans culturels au niveau de leurs besoins, de leurs intérêts, etc. Après, bon, qui sont les Autochtones? Je pense que c'est... De préférence, il faudrait appeler les Autochtones selon leur nationalité. Au Québec, il y a 11 nations autochtones qui sont divisées en 44 communautés autochtones et 14 villages inuits. Puis je pense qu'en 2024, on est rendu à un point où on devrait connaître du moins les noms de ces 11 nations-là autochtones. Peut-être pas chaque village inuit et chaque communauté autochtone, mais ça devrait venir éventuellement. Mais je pense qu'on peut même les énumérer. Puis je veux pas vous mettre on the spot, mais je pense qu'on peut... C'est une bonne question. Ouais. Combien vous êtes capable de nommer? Moi, je pense que je peux toutes les nommer. Toi, Toutes? Hélène? Moi, je les ai pas toutes, mais je peux me défendre avec On un y va? solide 50%. Vas-y, ceux que tu connais. Huron-Wendat. Ouais. Inuit. Ouais. Ilnu. Anishinaabe. Ouais. Il doit y avoir des Mohawks. Oui. On appelle aussi les Kanien'kehá:ka. OK. Les Mi'kmaq. Les Micmacs. Ouais. Micmac. Les Malicites. Oui. Les qu'on dit maintenant Wolastoqui. Wolastoqui. Ben, j'arrive jamais à dire Wolastoqui, fait que... Ben voilà, tu viens de réussir à le dire. Je sais! Mais Faut pas le lire, faut pas essayer de Non. le lire. Puis on va dire Gilles tantôt. Mais regarde, on est rendu à 8. Les Abénakis. Ben, Wabanaki, ouais. Les Anishinaabe, qui étaient avant les Algonquiens. Les Inuk, qui étaient les Cris aussi. Ben, qui sont encore les Cris, mais c'est le... Dans le coin de Gatineau, on a-tu nommé? les Anishinaabe. Je pense qu'il y en manque-tu un? Centre du Québec. Non, là-haut. Ouais, il manque les Naskapi. Les Naskapi, oui, sur la Côte-Nord. Ouais, ils ont une seule Un comme... petit peu plus la... Ben oui, techniquement la Côte-Nord, mais ils sont proches du Labrador. Ouais, plus haut, OK. Ouais. En 10 sur 11. C'est fâchant. C'est Vous êtes fâchant. bon. Puis moi, j'ai une question. Tu sais, justement, Mohawk, Kanien'kehá:ka, est-ce que, puis là, je veux pas que vous représentiez toute la cause autochtone, mais mettons, de votre point de vue personnel, est-ce que, mettons que je dise Huron ou Wendat, ça a-tu une connotation comme Huron, ça sonne justement comme historique? Je préfère Wendat, mettons. Y a-tu une préférence? Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que en effet, il existe un peu dans l'opinion du public une genre de dualité entre les noms que les nations autochtones se donnent et les noms qu'on leur a donnés. Ouais. Bon, les Huron-Wendat, c'est un bon exemple. Au début de la colonisation en Amérique du Nord, les missionnaires les appelaient les Hurons. Les Hurons pour représenter la hure des sangliers qu'ils voyaient en France. Horrible. Les Inuits les appelaient les montagnais parce que, bon, peut-être Jérôme, tant que tu le sais plus que moi, pourquoi ils les appelaient c'est juste parce qu'ils disparaissaient dans les montagnes sur la Côte-Nord, là, tu sais, c'était... OK, montagnais, parce qu'ils... Oui, Un puis d'ailleurs, ce qui est pragmatisme. intéressant, c'est que au Canada, il y a plusieurs nations autochtones qui se sont fait appeler les montagnais. Ouais.
Chaque fois que t'avais un gars qui arrivait, il disparaît, Montagnier. C'était comme... Ouais, ben, tu sais, peut-être pas aussi fréquemment que ça, mais ça, c'est drôle. Ben, si vous me permettez, je peux faire juste une petite aparté. À un moment donné, il y avait Joséphine Bacon qui était allée voir les archives à Montréal. En tout cas, on avait fait un reportage, c'était pas moi, là, mais quelqu'un. Et elle était allée voir les archives, je pense que c'était de la ville de Montréal, qui avait des écrits en Innu. Et là, ils lui ont fait lire. Et à un certain moment, ils lui ont présenté un livre où est-ce qu'il était classé sous Montagnier. Et elle a dit, ben, c'est pas nous, ça, c'est pas notre langue. Puis finalement, c'était des Montagnais, mais comme je pense que c'était des territoires du Nord-Ouest. C'était une nation quelconque qui s'était fait appeler Montagnais. Puis vu qu'on n'est pas capable de le lire, on les avait classés avec les Inuits. Wow. Désolé de l'aparté, mais je trouvais que c'était quand même le fun comme Mais pas juste un Montagnais, finalement. Là. Non, c'est ça, il y en a une couple. Parce que moi, j'imagine, mettons des Français ou des Anglais, peu importe, t'arrives sur un nouveau continent, c'est comme, t'as des œillères à cette époque-là, en plus. À commencer par énorme, le mot là. indien. Là. Oui. T'es perdu, pas vraiment là, la bonne là. place. T'es perdu. C'est ça. Si on se demande c'est quoi les Autochtones, ben c'est certainement pas des Indiens, des Amérindiens ou des Indigènes. Ça c'est une terminologie à éviter. Là. Mais ça, je pense que vous le saviez. Je suis encore dessus, on a manqué Nascapi. Puis je suis pas sûr qu'on ait dit Atikamekw non plus. Oh, oui. T'as raison. Hey, ça fait mal, honnêtement. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas dit Atikamekw. Je pensais. Donc, finalement, est-ce que, tu sais, de dire Huron, ça... Est-ce que c'est blessant, mettons, selon... Ou, tu sais, dire, mettons, Montagnier au lieu d'Innu, est-ce que ça... Ou c'est plus comme, tranquillement, on va essayer de s'en... Mais moi, je veux t'entendre là-dessus. Je pense que les Hurons-Wendat, vous êtes approprié vraiment le nom Huron. Ben, Hein? c'est ça. Je pense que la règle d'or, c'est vraiment juste de respecter la terminologie que les nations autochtones se donnent. Nous, les Hurons-Wendat, on s'appelle entre nous les Wendat, puis des fois on s'appelle les Wendat, mais le nom Huron-Wendat convient aussi parfaitement. Tu sais, je pense que c'est ça. Il faut se demander comment est-ce qu'eux s'appellent. Ouais. Et résister à la tentation d'utiliser un nom qu'on entend peut-être plus souvent dans l'espace public ou qu'on a lu dans des livres d'histoire au secondaire, au primaire, peu importe. Dans le fond, c'est comme quand quelqu'un te donne ses pronoms, là, tu respectes ça, puis tant que ça vient de la personne concernée. Ben, puis je dirais qu'il y a même une couche de plus que ça, c'est respecter les pronoms, mais tu sais, quand on parle, mettons, Montagnier ou Huron, là, c'est même pas, tu sais, ça a jamais été, je veux dire, c'est quelqu'un qui leur a donné ce nom-là qui n'existait pas dans leur esprit à eux, tu sais. Fait que il y a comme même une couche d'encore plus, puis évidemment, ça vient dans le respect, là, dans le respect de ce que les personnes veulent et tout. Puis, tu sais, pour nous, dans le cas de Montagnier, ben, honnêtement, je sens que ça se dissipe de plus en plus comme terme. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on allait à Pointe-Bleue, puis c'était chez les Montagnais de Pointe-Bleue, puis là, c'est rendu les Inuits de Mashteuiatsi. Même les îles nous, à Mashteuiatsi, on a comme la petite distinction dans notre langue, là, le Néolúéon, on dit Ilnu plutôt que Innu. Mais par contre, on fait partie de la grande nation des Inuits. Innu, par rapport à Innu, ça vient de... Je pourrais même pas te le dire. Ouais, moi je fais partie des malchanceux qui ne parlent pas leur langue, donc j'ai toutes ces petites... On perd tellement un pan de la culture quand on parle pas la langue, puis ben ça c'est peut-être un aspect à développer un peu plus tard là, dans le podcast. Justement, si on continue sur la question qui sont les Autochtones du Québec d'aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées, où vivent ces personnes, que font ces personnes dans la vie, qu'est-ce que vous faites en fait dans la vie? Apparemment vous êtes journaliste, c'est quand même cool. Ok, tu me compléteras Jérôme, mais si on veut se rapprocher des chiffres... c'est 115 000 individus autochtones au Québec, je pense, dont environ 13 500 Inuits. Donc, la population autochtone au Québec, ce chiffre équivaut à 1,4% de la population québécoise. Puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que plus de la moitié des Autochtones ne vivent pas au sein de leur communauté. Puis c'est particulièrement vrai pour ceux qui vivent dans les régions urbaines, en ville. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, dont les études, le travail, puis aussi l'accès au logement. Le logement, en tant que tel, c'est un enjeu super délicat pour les Autochtones. Il y a une vraie crise de logement dans beaucoup de communautés. On pourrait y revenir si vous voulez. Mais voilà pour ce qui est des chiffres, le portrait socio-démographique, je dirais, des Autochtones. C'est ça. Puis je pense que si on revient à la question initiale aussi de c'est qui les Autochtones aujourd'hui,
sais, ce que Simon a dit, c'est super important, c'est de se rendre compte de toute la diversité, en fait, à travers les nations. Puis, tu sais, des fois aussi, en tout cas, moi, je me fais des fois poser la question, c'est pourquoi on dit des nations autochtones, tu sais? Puis je pense que c'est la même question qu'on pourrait poser à la nation québécoise. Mettons, qu'est-ce qui distingue une nation? Ben, ils ont leur langue, ils ont leur culture, ils ont leur manière de faire, ils ont leur territoire, ils ont même un système politique. Tu sais, tout ça, ça rentre dans la définition de nation. Puis les 11 nations du Québec ont tout ça. Puis il ne faut pas en douter. Puis je peux vous garantir que la vaste majorité des gens, mais l'extrême vaste majorité des gens n'ont aucune idée de ça, du fait que même que les 11 nations ont leur propre système politique historiquement, qui faisait partie de grands réseaux d'échanges économiques, qui étaient, tu sais, ils étaient loin d'être des petites gangs isolées dans le bois. Oui, ils étaient isolés dans le bois, mais il y avait vraiment quelque chose de plus grand que ça. Il y avait un mode de vie complexe et total, comme les nations, entre guillemets, civilisées d'Europe, là. C'est loin de ce qu'on nous enseignait, justement, je pense qu'on disait avant l'émission dans nos livres d'histoire où on avait près de 3 pages avec plein de clichés, les mêmes photos qui revenaient tout le temps. Puis je pense que ça, en tant que moi autochtone, mais en tant que Québécois, ça a un peu construit notre pensée biaisée, en fait, parce que j'aurais aimé savoir beaucoup plus. Puis en plus, moi, je viens de Chibougamau, fait qu'on avait comme 3 communautés cris, Iyuk autour de nous, mais j'aurais aimé justement, tu sais, comme pouvoir plus côtoyer puis comprendre c'était qui un peu nos voisins finalement, puis on nous a jamais donné vraiment la chance, fait que après tu te bases sur ce que tu apprends dans les livres qui sont biaisés, puis un peu sur l'information que tu entends à gauche et à droite, qui aussi des fois il y a un historique derrière, fait que je pense que c'est là où c'est dommage, parce que je pense qu'en grandissant, t'as pas l'information juste, ou t'as pas tous les côtés de la médaille. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense pas que tu es tout seul. Il y a beaucoup de monde qui réalise aujourd'hui que l'éducation qu'ils ont eue sur les Autochtones au secondaire était très déficiente, là, était très largement insuffisante. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, les médias jouent un rôle super important parce qu'ils viennent un peu combler cette lacune-là. L'information que monsieur, madame, tout le monde vont chercher dans les médias, ça leur aide à se faire une idée sur un peu tout et rien. Puis les médias, c'est ça, quand ils sélectionnent une certaine information, ils la présentent, ils présentent ce qu'ils jugent d'intérêt public, ils façonnent une conscience collective sur un certain sujet. Puis c'est super important d'approcher les enjeux autochtones avec une certaine sensibilité pour justement venir combler cette méconnaissance-là généralisée des Autochtones, je pense. C'est ça, puis ça, c'est à double tranchant aussi l'importance des médias, parce qu'il y a une responsabilité, autant les gens qui participent à l'industrie des médias ont aussi eu la même éducation que tout le monde. Fait il faut vraiment s'assurer que tout le monde va avoir le même genre de biais qui viennent de notre société québécoise, avec notre histoire nationale qu'on nous a appris. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait un effort de plus qui soit fait pour entrer en relation avec les communautés autochtones, parce qu'on peut pas les connaître en restant en ville comme ça, puis en se disant, en écrivant sur ce qu'on croit comprendre. T'sais. Donc, il faut aller sur place, il faut développer des relations, malgré des fois le fait qu'il y a certaines communautés qui seraient pas à l'aise avec le rôle des médias traditionnellement, parce qu'ils n'ont pas toujours été dépeintes. En fait, la plupart du temps, ont été dépeintes de manière négative. Comme Jérôme disait, c'est aussi t'amènes une personne autochtone pour parler des enjeux autochtones. C'est comme si tu dis, mettons, je veux parler des enjeux du Québec, t'amènes une personne québécoise, mais peut-être qu'elle est souverainiste, c'est peut-être fédéraliste, c'est peut-être elle est peut-être pauvre, riche. Tu sais, je veux dire, fait que là, cette personne-là, toi, t'absorbes l'information, mais c'est juste un angle sur quelque chose qui est quand même très complexe et qui touche plein de pans en même temps. Fait que justement, c'est ça, on peut pas définir, ou c'est pas aussi simple que ça. Fait que c'est. Mais il y avait un anthropologue, Alexandre Bacon, probablement que vous connaissez. Pour vrai, qui parlait de créer des ponts. Je pense que ça, je trouve ça intéressant, tu sais, justement, des partenariats par exemple, avec des artistes, ou des partenaires au niveau culturel, ou par exemple, valoriser aussi la musique autochtone. Je veux dire, je pense que c'est tranquillement, en apprenant à se connaître, puis en créant quelque chose en commun, peut-être que là, on va réaliser à quel point, tu sais, on a beaucoup plus en commun, puis qu'on peut trouver un terrain d'entente, puis bâtir, tu sais, je pense que c'est... En parlant de terrain d'entente, justement, est-ce qu'on est en train d'aller dans cette direction-là? Bon, là, ça, c'est une grosse question, là. La question à...
à beaucoup d'argent. Ben, je pense qu'il y a tellement de... on revient tout le temps à ça, il y a tellement de diversité, il y a tellement de choses, mais si je reviens un peu pour répondre à ta question, je fais un petit détour parce que Simon disait aussi le fait que des fois, des communautés plus proches des villes vont avoir plus tendance à aller, ou en fait un accès peut-être un petit peu plus moins confrontant, je dirais, dans certaines organisations qui sont très institutionnelles, mettons que ce soit les médias ou les universités ou tout ça. Il y a quelques personnes autochtones, il n'y en a pas beaucoup. Quand on va voir, là, évidemment, je parle pas pour tout le monde, mais la majorité, quand même, des personnes autochtones vont soit avoir grandi en ville ou avoir, mettons, un parent mixte, un parent québécois, un parent autochtone. Ça arrive très souvent. Puis, c'est mon cas et c'est le cas de Simon aussi. Puis, on est les deux seuls autochtones à travailler dans notre équipe d'espace autochtone à Radio-Canada. Oh, pour vrai? Ben oui, puis on a les deux, en fait, un père québécois et une mère autochtone. Donc, moi, je pense que on est vraiment à une étape où est-ce qu'il y a une plus grande ouverture. On est le genre de personne que mettons, le background familial ou social qui nous permet d'accéder à ça, donc de nager un petit peu à travers l'institutionnalité en tant qu'autochtone. Et ça, des fois, ça peut être confrontant, là, je vous le cacherai pas, mais je pense qu'on a en même temps une espèce de responsabilité de paver la voie pour des personnes qui sont dans le fin fond de leur communauté et pour qui l'idée, mettons, de travailler dans une grosse université ou une grosse institution qui a encore beaucoup de descendance coloniale, là. Il y a quand même dans leur structure, mais ça peut ne pas être quelque chose qui leur tente particulièrement. Nous, on va pouvoir peut-être faire un pont pour justement aider à être plus confortable, parce qu'on a peut-être cette plus grande facilité-là à nager entre deux mondes, même si des fois c'est confrontant. Là. On sait pas trop où est-ce qu'on se situe jamais, tu sais. T'es tout et un en même temps. Là. Voilà, ouais. On vit en deux mondes un peu. Puis, moi, je dis souvent à mon entourage que je m'identifie comme un Québécois Huron-Wendat. Québécois tout d'abord parce que je parle français. Puis la langue, c'est un grand vecteur culturel. À Wendake, on dit que la langue, elle dort présentement, mais si on avait plus de locuteurs, si je parlais la langue, je sais que je m'identifierais beaucoup plus à mes origines Huron-Wendat. Donc, on vit vraiment en deux mondes, Jérôme et moi. Puis, je pense qu'une mission qui nous guide tous les deux, c'est de justement faire ce pont-là entre ces deux réalités-là. Puis, à l'Espace autochtone, à Radio-Canada, c'est vraiment l'espace tout désigné pour ça. Mais au niveau plus collectif, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui constatent qu'il n'y a rien à réconcilier, qui s'intéressent même pas aux réalités autochtones. Donc, quand on parle de la réconciliation, pour moi, ça se passe en deux étapes. La première, c'est de saisir le traitement qu'ont subi les peuples autochtones du Canada dans la construction de ce pays-là. Puis une fois qu'ils vont avoir été conscientisés à ça, bon, ça va pousser une certaine curiosité à en apprendre plus sur eux. Puis déjà, ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années avec les publications de divers rapports de commissions d'enquête. Puis l'autre étape, c'est d'aller à leur rencontre, comme on disait tantôt. C'est de savoir c'est qui, les nommer les nations autochtones par leur vrai nom, d'aller les visiter, de rester dans les hôtels, de profiter des attractions touristiques dans les communautés autochtones, de vraiment mieux saisir qui ils sont. Puis j'ajouterais aussi que lire des extraits des rapports des commissions d'enquête, oui, c'est plate, c'est long, c'est sec, mais c'est tellement riche d'informations. Là. Il y a du monde qui ont passé des heures et des heures à conciser, à circonscrire des informations super complexes dans des rapports. Puis j'inviterais les gens à lire des extraits. Pas lire tous les rapports complets, là, qui font des milliers de pages, mais juste d'aller lire certains extraits pour répondre à des questions qu'ils peuvent avoir sur les Autochtones ou mieux saisir leur réalité et leur situation difficile auxquelles ils font face. La Commission royale d'enquête des années 90, ils ont tout dit. C'est tout ce qu'on peut dire. Allez lire un résumé, vous allez voir. Justement, en ayant lu des extraits de tout ça, selon vous, ce serait quoi les gros enjeux qui nous bloquent encore aujourd'hui? T'sais? Est-ce que
Est-ce qu'on était vraiment surpris par les pensionnats quand on a retrouvé les tombes en 2021? Est-ce que les femmes et les filles disparues, assassinées, c'est encore une priorité? Est-ce qu'il faut remonter à la source de ça? T'sais, on pourrait dire 1000 choses, là, puis même dans vos briques, vos étoiles, vous avez nommé d'autres choses. C'est quoi les gros enjeux qui touchent les peuples autochtones partout au pays aujourd'hui? Grosse question. On a un bonheur encore. Ouais. Ben oui. Ben là, tu as mentionné certaines choses. Tu as mentionné les pensionnats, les tombes. Bon, je pense qu'il faut dire les tombes potentielles non marquées. Faut faire attention parce que surtout, en tout cas, je pense que vous êtes capable de voir qu'avec notre histoire en tant que pays, si on finit par grossir la chose faussement, ça va se retourner contre les communautés. Donc, je pense qu'il faut être très prudent avec tout ça. Et évidemment, je suis pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé, là, vraiment pas. Je pense qu'il faut juste être prudent puis laisser la science, oui, parler, mais aussi continuer d'accorder une grande importance à ce que les gens disent. Parce que, écoutez, c'est un gros sujet, les pensionnats. Je pense que les pensionnats, c'est ça. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut discuter par rapport aux enjeux qui touchent les Autochtones, là. Vous êtes au courant de tous les problèmes socio-économiques aussi qui touchent. Il y a les enjeux socio-économiques, oui, évidemment. Il y a de l'héritage, il y a des traumatismes intergénérationnels. Moi, je pense qu'on est dans une génération qui est particulièrement difficile en ce moment parce que on est peut-être à 3e, 4e génération de gens qui ont subi ces traumatismes-là. Et quand t'apprends que ta culture est sale puis que tes parents sont pas capables de s'occuper de toi puis qu'après ça tu retournes voir ces 10 parents-là, ça crée une certaine coupure, hein, de se faire bourrer le crâne de tout ça en tant qu'enfant dans un territoire en plus où est-ce que tu as été sédentarisé, souvent isolé, donc tu pratiques plus tu fais plus tes pratiques culturelles traditionnelles sur le territoire. T'es resté dans une communauté, souvent il n'y a pas beaucoup de développement économique dans ces communautés-là. Donc qu'est-ce que tu fais? Il y a une perte de sens immense, là. T'es poqué, tu te fais dire que ta culture est sale, puis t'es parqué en plus dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas d'avenir au niveau économique. Donc tu peux plus avoir accès à ton monde culturel en tant qu'Autochtone, puis tu peux pas non plus avoir accès au monde occidental. T'es parqué là. Puis là, les gens pourraient dire, bon, ben les réserves ont été créées pour ça. Hein? Ils ont été créées pour que les Autochtones sortent des réserves puis joignent la société. C'était le but assumé des pensionnats, des réserves, de tout ça. Mais bon, les communautés se tiennent debout, puis à quelque part, ça leur a quand même permis de continuer d'exister aujourd'hui. Mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de problèmes socio-économiques. On est dans une génération difficile, comme j'ai dit, mais je pense qu'on est aussi dans une génération où est-ce qu'il y a beaucoup de leaders qui sont en train de se créer partout au Canada. Puis avec l'éveil de la société, qu'il y a plus en plus de leaders, je pense que la prochaine génération va être intéressante à suivre. La question du mouvement Idle No More, par exemple, puis même l'Assemblée des Premières Nations, ça l'a créé, où effectivement, comme tu dis, peut-être un mouvement, puis peut-être une base pour reconstruire, puis vraiment avoir un avenir brillant. Puis tu parlais, tu sais, moi, je suis plus niveau commerce, mais c'est ça, tu sais, quand on parlait de déterritorialisation, c'est quand même long au Scrabble, mais tu sais, quand tu n'as plus accès au territoire, de un, ben effectivement, c'est comment tu peux développer économiquement. Tu sais, si tu n'as pas accès à la ressource, t'as pas. Fait que je pense que c'est tout ça aussi, mais il y a des choses qui sont intéressantes, qui se développent. Tu sais, moi, je viens de Chibougamau, il y a un nouveau gouvernement régional, Iyuk, alloctone, fait que tout le monde ensemble à la même table. Il y a aussi, bien évidemment, tout ce qui se développe avec les Iyuk puis les Inuits, avec les nouvelles conventions on voit justement qu'il y a un retour puis développement économique, puis ça va être long, mais faut bâtir, faut commencer quelque part, puis comme tu dis, tu sais,
il y a beaucoup à bâtir, mais on peut pas aussi facile passer non plus. Là. Si on regarde, mettons un exemple contraire à ce qui se passe peut-être chez les Cris. Puis chez les Cris, ils ont peut-être, dans les années 70, quand la convention a été signée, ils se sont un peu fait tordre le bras. C'était un peu soit vous le signez, soit vous avez rien. Là. Oui. Fait que, oui, il y a eu la paix des Braves en 2002, mais bon, il y a un gros passé par rapport à tout ça. Mais tu sais, ce qui se passe présentement sur la Basse-Côte-Nord avec les annonces de grands projets énergétiques, là, tu sais, ils veulent construire des nouveaux barrages et tout. Puis entre autres, une des rivières qui avait été ciblée. Bon, là, pour l'instant, ils disent qu'ils vont pas y toucher pendant quelques années, là, mais il y a la rivière du Petit-Mécatina qui est située en plein entre la communauté d'Unamen-Chipou, la romaine en français, puis la communauté de Pakwashipi. C'est deux petites communautés Innu. Et d'ailleurs, Pakwashipi, chez les Inuits, c'est la dernière qui a été sédentarisée, et on parle de 1972. Là. Donc, c'est pas loin. Là. Avant 1972, ils étaient nomades. En 1961, ils se sont fait déporter. En tout cas, ils ont une histoire assez particulière. Ils sont retournés à pied vers leur terre d'origine. Là. Mais au niveau du développement économique, présentement, la Romaine et Pakwashipi, de ce qu'on entend, là, je ne veux pas parler pour tout le monde, de ce qu'on entend, ils ne sont pas pour la création du barrage, même si c'est possiblement dans les communautés autochtones qui ont le moins de possibilités économiques présentement. Donc là, l'équilibre entre développement socio-économique et ne pas perdre le territoire, le lien, la culture, là-bas, c'est flagrant. Puis, il n'y a pas meilleur exemple, je trouve, présentement. Des fois, on a tendance à associer les Autochtones comme étant des nations anti-mines, anti-développement, protection du territoire, alors que, oui, c'est vrai pour certaines communautés, comme par exemple Pakwashipi, mais pour d'autres, ben, c'est un moyen de se développer, de sortir d'une certaine misère socio-économique, puis c'est des leviers à utiliser. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un thème qui revient dans nos discussions, c'est que le territoire, c'est une notion indissociable de la culture des Autochtones. C'est synonyme de mode de vie, c'est un marqueur identitaire fondamental. Mais c'est une notion qui se décline aussi en deux parties, je pense. Là. Il y a d'une part les vastes territoires ancestraux des communautés autochtones. Comme par exemple, si on prend l'exemple des Inuits, je pense que si on additionne tous leurs territoires ancestraux, c'est environ 850 000 km². 850 000 km², c'est plus grand que la France. C'est énorme, OK? Puis ces territoires-là étaient divisés... ils étaient divisés selon les familles qui composaient les nations, puis... Divisés en guillemets, là. Ouais, c'est ça. C'était imagé, ouais. On savait que ça, c'était à toi. Ou, c'était... Ben oui. Pour ceux qui connaissent la carte du Québec, c'est du lac Saint-Jean à la côte du Labrador. Bon, j'inclus même le Labrador. C'est très gros. Ouais, c'est ça. Puis c'est important aussi de mentionner qu'au Québec, il n'y a aucune nation autochtone qui ont cédé leur territoire comme on peut laisser entendre à l'extérieur du Canada avec les traités numérotés dans les prairies. Puis c'est d'ailleurs l'argument de fond que les Cris, les Naskapi puis les Inuits ont utilisé pour signer la convention de la baie James puis du nord du Québec. Puis aussi la convention du nord-est puis du nord-est du Québec, je pense. Puis il y a d'autres nations autochtones qui sont en processus de négociation de traités modernes aussi. Là. Donc, c'est ça. Donc, les territoires, il y a d'une part les vastes territoires ancestraux, mais il y a d'autre part les réserves. Puis ça, c'est une réalité qui est vraie pour beaucoup de communautés autochtones aujourd'hui. Les réserves, des fois, elles ne représentent pas du tout la grandeur de leurs territoires ancestraux. Puis, les réserves, c'est des produits de la loi sur les Indiens, comme Jérôme disait. Ça avait été créé initialement dans le but d'assimiler les nations autochtones au sein de la population canadienne, la population québécoise. Alors, c'est ça, je pense que la notion de territoire, c'est quelque chose d'assez compliqué dans laquelle les communautés autochtones naviguent. Ouais. T'as nommé céder son territoire. C'est un mot très intéressant qui revient beaucoup, puis on parle beaucoup de reconnaissance territoriale en ce moment. C'est quelque chose qu'on voit comme quelque chose de très progressiste. Puis ça rejoint peut-être aussi l'idée d'appropriation culturelle. Tu sais, on sent qu'il y a du white guilt, là, pas mal en ce moment. Pourquoi c'est important de nommer où on est, à qui ça appartient et vers quoi ça nous mène?
Pourquoi on mettra pas sur la jaquette de l'épisode des plumes? Tu sais, comme... Comment on gère fera pas notre... ça? Non? Non, ben je pense pas, non. Non? OK, on fera pas ça. Non, c'est pas vrai, on n'y a même pas pensé, honnêtement. T'as écrit un article, je pense, récemment sur l'appropriation culturelle. Ah non, en fait, je suis en train en tout cas de faire des recherches là-dessus, mais ouais. C'est ça. Non, mais c'est plus Ouais. c'est plus sur l'artisanat là. En fait, il n'y a pas vraiment de protection qui est faite au Canada pour l'artisanat autochtone, contrairement à ce qui est fait ailleurs dans le monde. Mais écoute, par rapport à reconnaître quel territoire, le territoire sur lequel on est, je pense que c'est quelque chose de super. C'est quelque chose qui permet aux gens juste d'avoir une conscience. Puis d'avoir une conscience, en tout cas, moi je suis comme ça, là. Je trouve ça intéressant, savoir où est-ce que je suis, peu importe que ça soit autochtone ou pas, là. Tu sais, je trouve ça intéressant d'en savoir un peu sur l'endroit où est-ce que je me situe. C'est pareil quand je voyage et tout ça. Je m'intéresse à savoir, bon, qui était là avant, qui est là en ce moment, c'est quoi les cultures, c'est quoi ça. Ben pour moi, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là quand on fait la reconnaissance territoriale. Mais au Canada, évidemment, il y a un aspect un petit peu plus politique aussi par rapport à ça. Comme Simon le dit, il y a des territoires, surtout au Québec, il y a beaucoup de territoires qui ne sont pas cédés. La vaste majorité, bon là, même les cris, je dirais pas cédés, c'est comme pas le terme approprié, là, même si, en tout cas, à certains niveaux, on pourrait dire ça. Mais ça fait en sorte que pour les nations, ça reconnaît les droits qu'ils peuvent avoir sur ces territoires-là. Mais il y a aussi des zones et des endroits où est-ce que là, ces droits-là, ça peut être très, très, très complexe à savoir à quelle nation ça peut appartenir. Et là, il y a les grandes villes du Québec qui sont au cœur de ça. Montréal et Québec, c'est les deux villes où est-ce qu'il y a des reconnaissances territoriales où est-ce qu'il faut particulièrement faire attention parce qu'il y a un fond politique très, très fort. Là, pour ce qui est de Québec, on a un Innu et un Wendat ici. Donc, on est pas mal les deux nations qui sont en... Ben, présentement, il y a carrément une confrontation à ce niveau-là. Au niveau de Montréal, je pense qu'il y a un petit peu moins de confrontation, mais tu sais, on se souvient quand le Canadien de Montréal, je pense que c'était le Canadien qui avait dit on reconnaissait que c'était un territoire Mohawk et tout. Ben là, ça a quand même fait soulever plusieurs questions, peut-être même plus que des questions dans certains cas, puisqu'à l'origine, en fait, bon là, évidemment, les Mohawks sont ici depuis longtemps. Je veux pas donner d'opinion là-dessus parce que j'en ai pas vraiment, je connais pas assez toute l'historique de ça, mais c'est clair qu'il y a eu des Anishinaabe aussi à un certain moment, il y a eu des Nipissing, il y a eu des gens de plusieurs autres nations, en fait, qui ont occupé le territoire ici, donc il faut faire attention, puis c'est très complexe, mais à la base, ça part d'une intention. Il faut pas que ça soit du white guilt, par contre. Il faut pas que ça soit de cette intention-là, parce que le white guilt, ça serait par rapport à quelque chose qui est passé. Puis les territoires, c'est actuel. Les territoires, c'est actuel que ça se passe. Les droits sur les territoires, ça se passe encore aujourd'hui. C'est pas un guilt de quelque chose qu'on a volé 300 ans auparavant, là. Les territoires, ils appartiennent encore à un certain niveau. Appartenir, c'est pas le bon terme, mais c'est encore les territoires de ces nations-là. Il existe encore les nations. Peut-être d'imaginer, il me semble que ce que je me rappelle, c'est que, par exemple, quand Jacques Cartier est arrivé, entre ses différents voyages, il avait rencontré différentes communautés ou nations à ce moment-là, entre les deux. Donc, il y avait, effectivement, c'est comme, on peut pas aussi non figer les choses à un certain point, parce que ça enlève un peu les couches d'histoire si on le fait, non? C'est ça qui est difficile, c'est que c'est pas juste on met une ligne, puis c'est pas aussi facile. Il y a différentes interprétations de l'histoire dont tu parles. Pour vrai? Oh oui, ben, c'est sûr. L'interprétation Wendat, l'interprétation Innu et tout ça, et l'interprétation des historiens après. Là. T'as comme trois angles du même, du même récit. Toujours avec l'histoire. On arrive déjà à la fin de l'émission. C'est extrêmement frustrant parce que je pense qu'on aurait pu le faire en 4 épisodes. Facile, ouais. C'est tellement des enjeux complexes. Il me semble qu'il s'avait posé 2 questions et demie. Mais... C'est ça. Je sais, on aurait beaucoup en plus, mais... J'en ai une dernière super précise. Si vous pouviez recommander quelque chose à lire, à voir, à écouter, à faire pour mieux comprendre les peuples autochtones du Québec, t'en as déjà pas mal parlé, Simon, en fait, se renseigner d'une manière ou d'une autre.
dans les rapports des commissions d'enquête. Mais j'aurais une autre suggestion assez différente de celle-ci. Pour tous ceux qui s'intéressent au patrimoine culturel des nations autochtones, puis qui veulent en apprendre plus sur les exploits historiques, et puis sur des faits saillants des individus autochtones, je recommande fortement de se procurer Ils étaient l'Amérique de l'anthropologue Serge Bouchard. C'est pas un autochtone, mais il regorge d'une connaissance tellement détaillée du récit de certains personnages marquants dans les communautés autochtones. Elles étaient l'Amérique aussi? Oui, absolument, absolument. Puis, tu sais, c'est des personnages qui ont été maltraités par les historiens par la suite, qui ont été complètement oubliés. Et d'ailleurs, il y a une série de balados disponibles sur audio, sur l'application de Radio-Canada, qui vient compléter ces tombes-là. En fait, il y a 3 tombes. Donc, il y a Elles étaient l'Amérique, les pionniers, qui étaient essentiellement les coureurs des bois, je pense. Ouais. Puis, les autochtones. Puis, les balados sont incroyables. Là. Serge Bouchard, avec sa voix de conteur, là, nous raconte un récit prenant. Là. C'est vraiment intéressant. Serge me conte une berceuse avant de me coucher, là. C'est qu'il est mort, hein? Je sais, mais... hommage à Serge, là. Quel homme. Puis sa voix est incroyable. Tu l'écoutes, puis tu te laisses bercer, là. Écoute, tu peux écouter les balados avant d'aller te coucher. Ça peut être... Entre un rapport de 1000 pages, puis un balado, là. Oui, c'est ça. Là. Ouais, puis c'est clair, tu sais, Serge Bouchard, même s'il n'était pas autochtone, il a quand même une relation vraiment particulière avec Quanichit, là. Fait que, Mingan, comme il dit, à son époque, c'était plus Mingan, là. Maintenant, on dit Quanichit. C'est le vrai nom de l'endroit. Mais écoute, vite comme ça, moi, j'avais pas pensé malheureusement à cette question-là. Elle m'était un petit peu sortie de la tête. Puis là, en y pensant, en 5 secondes, il m'était venu le même livre en tête. Je trouve ça dommage, par contre, de ne pas parler de lecture vraiment faite par des Autochtones, parce que la littérature autochtone est en essor. T'sais. Vous pouvez aller voir la maison d'édition Mémoire d'Encrier, entre autres, il publie, il me semble qu'il publie uniquement des choses faites par les Autochtones. Puis, tu sais, là-dedans, il y a des récits incroyables, il y a de la poésie, il y a des... Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui sont faites. Il y a vraiment un essor au niveau de la littérature autochtone. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la vaste majorité des cas, c'est des femmes qui écrivent. Et ça, je trouve que c'est un beau rappel à notre culture. Tu sais. Les femmes sont porteurs d'histoire. Et ça, même dans notre monde occidentalisé, notre monde autochtone occidentalisé, on dirait que ça transparaît, ça continue d'exister. C'est vraiment les femmes qui ont une grande portée au niveau des conteurs d'histoire. Puis, tu sais, au niveau culturel, vraiment, je veux dire, il y a la musique aussi, là. La musique, c'est fou, tu sais, quand c'est rendu que ils ont même plus... là, on est à une étape où est-ce qu'ils ont même plus besoin de créer par exemple, à la disque et tout, ils n'ont plus besoin de créer une section ou un prix autochtone. Il y a des artistes autochtones qui gagnent Révélation de l'année pas dans la catégorie autochtone, là, at large. Et ça, je trouve que c'est un pas qui est énorme, vraiment, pour ce qui est d'occuper une place dans ces domaines-là. Ouais. Merci Simon Filiatro et Jérôme Guil Couture. Vous êtes tous les deux journalistes à Imagine Espace. si tu ne pas encore. Mais quand même. J'aurais pas été la première. Ouais. Tous les deux journalistes à Espace Autochtone chez Radio-Canada. Merci pour votre temps. C'était vraiment intéressant. Vous revenez quand vous voulez. Le mot de la fin, Jeff? Mais tantôt, j'ai du mal ici, là, j'ai le goût de le dire. J'espère que je l'ai... Wolastoqey, c'est ça? Ah, oui. Puis je voudrais finir, en fait, puis je pense que c'est mon meilleur mot de la fin. Tu sais, Kwe, évidemment, on l'entend souvent, mais est-ce que vous pourriez dire, mettons, un merci en Wendat ou Innu? Est-ce qu'on finit, mettons, sur un mot autochtone? Ça serait quand même pas pire. Tiawenk. Et nous, c'est Chinishkumitin pour merci, et merci à vous, c'est Chinishkumitnao. Mais merci à vous. Wow, ouais, merci à vous autres. On va se pratiquer à le dire après l'émission. Merci, messieurs. Merci à vous deux. À la prochaine. À la prochaine. Peut-être.